Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors oui, cette semaine, c'est la semaine spéciale Russie, spéciale front russe, spéciale élection aussi en Russie. Donc forcément, on ne fait que d'en parler. C'est normal parce que les médias subventionnés n'en parlent pas ou très peu, ou même d'une façon excessivement biaisée. Aujourd'hui, on a un spécialiste, essayiste, historien, et je suis vraiment très très content de l'avoir parce que il n'est pas facile d'accès, hein. Il n'habite pas à Paris et il a très peur des routes Hidalgo et des avenues Hidalgo. Des travaux Hidalgo. Voilà, les travaux Hidalgo. Donc c'est notre ami Sylvain Ferreira. Il a écrit le 3e Panzerkorps, l'élite du Panzer, un excellent livre hein, qui se vend très bien d'ailleurs. Ça va. Chez qui Chez Caractère. Chez notre ami, ouais. Caractère, spécialiste justement de la Seconde Guerre mondiale. De la Seconde Guerre toutes mondiale les batailles, et des conflits du XXe siècle en général. Bah tiens, justement, en parlant de conflit, le conflit à l'Est de 41 ressemble-t-il justement à celui que nous vivons ? Ah, alors, non, sur beaucoup d'aspects, il y a tellement de choses qui ont changé. On l'a vu notamment avec l'apparition des drones en masse. Hein. On avait vu des drones en Syrie, on en avait vu au Nagorno-Karabakh, et puis là, on a vu des drones par milliers. Donc, ça a changé beaucoup de choses. On voit aussi tout ce qui est guerre électronique, tous les moyens d'observation avec les satellites, etc. Donc ça n'a plus rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. Ce qui a à voir, par contre, c'est la géographie, parce que là, on se bat à nouveau en Ukraine, qui était le champ de bataille principal de la Seconde Guerre mondiale à l'Est, hein, la Biélorussie étant l'autre partie, l'autre moitié. On a même vu en 2022 des soldats russes, quand ils étaient encore sur la rive nord du Dniepr, qui étaient dans des tranchées dans lesquelles était installée l'armée rouge en 1943. Donc c'est dire, ils étaient là, ils avaient exhumé même des traces archéologiques en disant on se bat là où se sont battus nos grands-pères. Donc il faut voir en plus la portée symbolique que ça a. Après, là où on a eu quelque chose qui avait une ressemblance, et une ressemblance pas avec n'importe quelle bataille de la Seconde Guerre mondiale à l'Est, c'est la contre-offensive ukrainienne de l'été dernier, qui était la... Ça fait pchit. Oui, qui a fait pchit, mais qui était la réplique quelque part du modèle de l'opération Citadelle allemande contre Koursk en 1943. Comme j'ai dit, c'est une drôle de manière de fêter le 80e anniversaire de cette défaite allemande contre les forces russes, installées derrière 3 réseaux de fortifications puissamment défendus. On avait un modèle que normalement Zaloujny et ses adjoints, qui ont tous été plus ou moins formés à la fin de l'Union soviétique par les académies militaires soviétiques, devaient connaître par cœur. Et à l'inverse de la Wehrmacht, ils se sont risqués sans appui aérien. La Wehrmacht avait encore un appui aérien important au moment de Koursk, même si les forces aériennes soviétiques commençaient à reprendre du poil de la bête. Et là, on les a jetés contre ce réseau fortifié, qui est une version moderne donc, de celui qu'il y avait autour du saillant de Koursk en 1943, sans appui aérien. Et donc, les Allemands, comme je l'explique dans le livre sur le 3e Panzerkorps, qui participaient aux opérations à Koursk à côté des SS, les Allemands, eux, avaient atteint le 3e rideau défensif, la 3e ceinture défensive à Koursk. Là, les pauvres Ukrainiens, ils ont à peine entamé le 1er réseau, mais alors en plus sur quelques kilomètres de profondeur et de largeur autour du village que tout le monde connaît de Robotiné, hein, puisque... Comble de l'ironie, aujourd'hui, les Russes sont à nouveau maîtres d'environ 75% des ruines de ce village. Donc il faut aussi se dire que quand ce village va tomber, le petit saillant qui avait été créé par cette offensive va être à nouveau entre les mains de l'armée russe, alors qu'il a probablement fallu entre peut-être 15-20 000 soldats ukrainiens morts, tués ou blessés, des dizaines de chars, de véhicules de transport de troupes pour le conquérir. Alors, cher Sylvain, on va en parler plus en profondeur, mais avant ça, je vais présenter les invités qui sont autour de la table. Alors, à votre droite, Marc Rousset, essayiste. Vous avez beaucoup aimé Marc Rousset sur sa première émission. Vous me l'avez réclamé à nouveau, donc il revient et c'est normal. Il a écrit « Notre faux ami, l'Amérique pour une alliance avec la Russie ». Excellent livre préfacé par notre ami Tolstoï. Comment allez-vous, cher Marc ?
Ben, ça va très bien, parce que pour l'instant, ces espoirs, ce désir de best-seller au niveau mondial, qui paraissait prétentieux, ben, je peux avoir les résultats, toujours y prétendre, puisque... Vous étiez numéro 1 sur Amazon. Voilà, avec une seule émission, avec la vôtre, et puis TV Liberté, ben, j'étais quand même pendant 15 jours, vous savez, ça fluctue. Bien sûr, bien sûr. Et puis, lorsqu'on dit numéro 1, c'est pas numéro 1 toute vente, c'est dans certains domaines. Catégories politiques. Les choses sont très claires. Donc, c'était histoire de la Russie et idées politiques. Voilà. Mais surtout, j'ai d'autres, puisque j'ai des projets de traduction dans tous les pays, et là, tout ça se concrétise, et c'est pas du tout une chimère, c'est une chose qui se met en place d'une façon concomitante. Le développement des ventes en France et des impressions à l'étranger, en Russie, tant en mieux. Italie. Voilà. C'est une bonne chose. Voilà. En tout cas, merci, cher Marc. En face de vous, Olivier Piacentini, économiste. Son futur livre, N'ayez plus peur, l'Occident renaîtra comme le phénix, sort en avril. Tiens, j'ai hâte de lire. Ah ben, mon cher, Là, il est en précommande. il est en précommande, tu seras un des premiers à l'avoir. Ah, Et j'espère un des premiers à m'inviter, également. bah, évidemment. Alors, mes 2 précédents livres ont été numéro 1 des ventes de livres. Ah, bah, fallait En qu'il le Belgique précise quand même. et hein. Oui, Ça y est, alors, c'est je ne sais fini. pas Je suis pourquoi mort. ces 2 pays en particulier, où vraiment, ça a cartonné d'une manière incroyable. Et ils étaient bien placés également en France. Mais alors en Belgique et en Suisse, dès que je sors un bouquin sur les livres politiques, je suis toujours en numéro 1. Ah bah très bien. En tout cas, je te remercie. Tu nous parleras aussi de l'économie en Russie, parce qu'on parlera Bien du sûr. bilan. Parce qu'il y aura aussi tout un volet sur les élections présidentielles russes, et donc le bilan économique russe. Tu nous en diras quelques mots. En tout cas, merci à toi, cher Olivier. Et à ta droite, notre ami Jean-Maxime Corneille, analyste. Il traduit toute la collection Pietchnik, dont le charme discret du djihad, mais ça c'est pas Pietchnik pour le coup. Voilà, mais bon, je ne sais pas pourquoi Tu t'es la corrigé, régie c'est me nickel. montre ça. Mais bon, tant pis, hein, c'est des jeunes, ils sont comme ça. Voilà. Toujours, en fait. Faut jamais être irrespectueux avec la régie. Donc Sans eux, aujourd'hui- on pourrait rien faire. Aujourd'hui, édito. Oui, aujourd'hui, édito, justement. Ah. Sur quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, en lien avec l'affaire Navalny, en fait. On oublie qu'il y a tout un enchaînement de subversions anti-russes qui n'a jamais cessé, en fait. Bah, bien sûr. À partir de 99, on a parlé de Khodorkovsky, mais il y a eu l'affaire Magnitsky, puis l'affaire Navalny. Ça n'arrête jamais. Et donc, on va un peu parler de ça, avec en plus ce qu'il s'est passé en fait hier, où on a eu une J'ai affaire. l'impression que tu es passé chez le coiffeur. Oui, mais c'était déjà le cas la dernière fois. Ah, donc bravo. C'est toi qui y as eu droit. Voilà. Exactement. Bon, alors, cher. Cher... effectifs. Merci, cher Jean-Maxime. Alors, dites-moi, Sylvain, on a parlé des drones. Est-ce que justement les drones ont changé totalement la face dorénavant des nouveaux conflits ? Alors totalement non, il faut pas réfléchir comme ça. On a un précédent historique pas très lointain de nous, qui est la guerre du Kippour en 73, où sont apparus les premiers missiles anti-chars filoguidés. Et dans les années qui ont suivi, tout un tas d'analystes ont dit le char est mort, les missiles vont tout remplacer. Et puis on s'est rendu compte en 2022 que le char était toujours là. Alors le drone représente une avancée majeure. L'engagement par les deux camps de drones dans des quantités très importantes modifie le champ de bataille, y compris sur mer, hein, on l'a vu au détriment de certains bâtiments de la flotte de la mer Noire, mais ce n'est pas une arme, parce que de toute façon je pense qu'à part le basculement de l'atome, il n'y a pas d'arme miracle, il faut arrêter avec ces concepts-là. Il y a des tendances, et donc là on voit déjà depuis un an les Russes, notamment sur tout ce qui est chars, véhicules de transport blindés d'infanterie, mettre en œuvre des contre-mesures passives pour limiter l'impact des drones sur ces moyens-là. Et donc je pense qu'à terme, il faut les intégrer correctement dans une philosophie, dans une doctrine, mais il ne faut pas voir en eux la solution miracle à tout problème. Parce qu'on a cru ça pendant un temps, notamment après la triste expérience au Nagorno-Karabakh, parce que les Azéris en avaient et les Arméniens n'en avaient pas. Donc on s'est dit, ah bah oui, ça va tout révolutionner. Mais quand vous avez deux adversaires, comme c'est le cas aujourd'hui, qui en ont, alors c'est pas forcément les mêmes dans certains domaines, mais ils en ont quand même beaucoup en commun, et notamment pour faire de l'observation, hein, parce que c'est ceux-là qui sont finalement, qui ont un impact vraiment très fort, parce que ça fait qu'il n'y a plus un seul endroit sur le champ de bataille qui échappe à la vue potentiellement de l'adversaire. Ça nécessite des contre-mesures électroniques quasi permanentes si vous voulez neutraliser ceux de l'ennemi.
Donc voilà, il y a des choses à poser. Il faut voir que l'armée russe, avant 2022, commençait, elle était sur un chemin de réflexion de son expérience syrienne. Elle n'avait pas fini ce travail, mais elle avait commencé à intégrer certains éléments dans sa doctrine. Je pense que quand cette guerre se terminera, elle aura les moyens et le matériel pour faire une nouvelle doctrine à partir de ça. Mais justement, dans ce conflit, alors il y a des tranchées, on a besoin toujours de l'infanterie, de l'aviation. C'est-à-dire que est-ce qu'on revient à ce qu'on a toujours fait en fait, c'est-à-dire à une forme de première guerre mondiale, un peu alors, dans les faits, quoi, dire, sur le terrain. Il est clair que depuis 1917-1918, on répète toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on est moi, ça a été l'objet de mon travail universitaire sur la bataille de Cambrai. La bataille de Cambrai, on l'a longtemps présentée comme étant la bataille du char. La bataille de Cambrai, sa première nouveauté dans l'histoire militaire, c'est que c'est la première bataille avec l'aviation, l'artillerie et les blindés. Et c'était la première fois qu'au sol, on avait ces trois éléments-là qui sont donc toujours présents aujourd'hui. Alors avec effectivement des nouveautés, le drone, on ne sait pas où on peut le situer entre l'aviation ou quelque chose d'intermédiaire, mais le corpus blindé, artillerie, aviation, il est toujours présent depuis cette bataille-là, avec des modifications, avec de temps en temps des accents qui sont mis plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre. Mais ce qu'il faut toujours comprendre, c'est que c'est le système dans lequel sont ces éléments qui doit être pris en compte et non pas un élément pour lui tout seul. Parce que c'est ça la grande erreur d'appréciation qui est faite sur ce conflit-là comme sur d'autres, c'est qu'on prend un élément qui est mis en avant par les médias, sur lequel tout le monde insiste, parce qu'il y a un aspect nouveauté, mais on oublie que c'est dans un ensemble qu'il s'insère et que s'il n'est pas bien inséré dans cet ensemble, eh ben, il ne fonctionnera pas tout seul correctement à la guerre suivante ou à un conflit simultané au même moment à un autre endroit du monde. Voilà. Alors aujourd'hui, quelles sont les forces en présence ukrainiennes et russes ? Est-ce qu'on le sait Alors, il y a des estimations, parce que c'est des secrets que certains veulent garder, hein, on peut le comprendre, de savoir exactement combien il y a de mobilisés et puis de combattants, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une armée moderne aujourd'hui, c'est en moyenne 6 à 8 personnes qui s'occupent de toute la logistique, de toute la chaîne de commandement pour un gars dans la tranchée. Donc quand on vous dit il y a 600 000 ou 650 000 soldats russes qui sont mobilisés sur le front ukrainien, ça ne veut pas dire qu'il y a 650 000 types avec un fusil dans une tranchée de première ligne en train de se battre contre des soldats ukrainiens. Et les chiffres ukrainiens qui oscillent entre 800 et 1 million, c'est pareil, il ne faut pas oublier, ça a fait l'objet d'ailleurs de pas mal de fantasmes à mes yeux sur le déploiement de nos forces à nous Européens, qui sont sur la frontière biélorusse aujourd'hui. Plus quelques éléments quand même qui sont à la frontière avec la Transnistrie, on ne sait jamais, des fois qu'elle participerait à une opération pour régler le problème de cette enclave. Donc je pense qu'aujourd'hui on est presque arrivé à un niveau de parité de combattants face à face qui se situe aux environs de 600 000 combattants de part et d'autre qui sont occupés au front immédiat. Par contre, ce qui diffère, c'est les moyens d'appui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'aviation ukrainienne depuis plus de 2 ans. Il y a quelques hélicoptères, on en a encore vu malheureusement pour les Ukrainiens se faire détruire pas plus tard qu'hier. Il leur reste quelques avions avec lesquels ils parviennent à tirer les fameux missiles Scalp, Storm Shadow. Et puis c'est tout. Alors, et leur artillerie, le gros souci, c'est qu'elle manque d'obus. Elle est à 2000 coups jour d'après les estimations du mois de février, quand celle des Russes oscille entre 8 et 10 000 coups jour en fonction du moment où on est en février, notamment autour d'Avdiivka. Et on sait que les Russes ont reçu 1 million d'obus de la Corée du Nord. Ce qui veut dire qu'ils peuvent poser pendant 3 mois leur industrie de fabrication juste d'obus d'artillerie s'ils veulent, ou alors continuer de faire du stock en n'utilisant que ce que la Corée du Nord leur a fourni. Alors que de l'autre côté, l'Ukraine continue à corps et à cri de réclamer des obus de son côté. Donc, mais est-ce que ça veut dire qu'en fait la guerre peut s'arrêter en 2024 ? Est-ce qu'elle s'arrêtera en 2024 ? S'arrêter, je ne sais pas. Pour moi, là, je m'avance, je rentre dangereusement dans cette zone des prédictions. Je pense qu'on va au-devant du moment de bascule. C'est-à-dire que les Russes nous ont surpris parce que, vu qu'on ne les a pas assez étudiés, et mea culpa, moi aussi, pourtant, je les ai beaucoup étudiés, mais pas assez.
Les Russes ont développé dans les années 20 et 30 ce qu'ils appellent l'art opératif, autour d'un penseur qui s'appelait Alexandre Zvietchine, qui est donc un brillant officier tsariste qui a connu le trauma de la guerre russo-japonaise, puis ensuite le trauma de la Première Guerre mondiale, et qui a voulu mettre en place un nouvel art de la guerre. C'est même pas une nouvelle doctrine, c'est un nouvel art de la guerre. On a vu sa démonstration la plus aboutie entre juin 1944 et août 1945. Il y a notamment des gens qui pensent que l'offensive contre les forces japonaises en Mandchourie en 1945 est la plus belle réalisation de cet art opératif dans l'histoire. On l'a très peu étudié en Europe, beaucoup aux États-Unis, mais sans que ça rentre dans la tête des gens qui sont en charge de la doctrine américaine. Et on est resté très focalisé, moi le premier, jusqu'en 2022 sur la partie offensive de cette doctrine. Parce que les soviétiques l'ont souvent utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale à des fins offensives. Il y a eu un cas où ils l'ont utilisé en même temps en défense et en attaque, c'est en Hongrie autour de Budapest, mais on n'avait jamais vu la posture défensive complète. Et là, et pourtant Zvietchine l'a écrit, il explique qu'il y a une situation où, même si on est l'agresseur, comme c'est le cas de l'armée russe d'un point de vue du droit international, eh bien, à un moment donné, on peut se poser en situation où on va non plus combattre avec le mouvement, la manœuvre, mais on va juste rechercher l'attrition des forces adverses. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire à partir de l'été 2022. Ils ont dit là, on recule sur tel ou tel front, on se réorganise. Et puis, à partir de maintenant, on va laisser, puisque les Ukrainiens veulent reconquérir, tout le monde a déclamé sur les plateaux télé, à l'ONU, partout, nous allons reprendre le Donbass, nous allons reprendre la Crimée. Les Russes ont dit, très bien, on reste sur nos positions, on les fortifie, et on va obtenir un résultat intéressant pour nous. C'est-à-dire que puisque ce qui vous reste de plus en stock, c'est pas les armes, c'est pas les munitions, c'est vos hommes, on va jouer le jeu de l'attrition. Et donc ça fait maintenant presque 2 ans que les Russes jouent ce jeu-là, à quelques exceptions locales. Il y a eu la bataille de Bakhmout notamment, où là ils ont dit non, on va le jouer. Mais avec le personnage qui était Prigojine, ils ont été obligés de céder à la tentation de reprendre la ville, alors que le bisbille entre l'état-major, la Stavka et Prigojine, il est là-dessus. Prigojine, on lui a confié une mission, c'est de faire de l'attrition à Bakhmout, sur un modèle qu'on pourrait nous comparer de très loin à celui de Verdun en 1916. Sauf que Prigojine, dans son hubris personnel, il a dit non, moi je ne fais pas que de l'attrition, vu que ça m'a coûté presque 20 000 types, je veux prendre la ville. Et c'est là qu'il y a eu les débats houleux, puisque lui a placé ça sur Telegram, sur tous les canaux, pour dire attention, moi je veux les munitions pour faire ça. Et donc on a vu là les Russes aller jusqu'au bout avec la prise de la ville, et puis après ils se sont tout de suite arrêtés. Wagner avait sa victoire symbolique, et puis ils ont recommencé avec Avdiivka depuis le début de l'année. Et sauf que là, c'est conjugué avec plein d'autres petits points du front qui prennent des piqûres, on pourrait qualifier ça comme ça, de piqûres un peu partout sur le front. Ça a un objectif par rapport à ma prédiction d'une offensive plus importante, c'est que ça contraint à étendre les rares réserves stratégiques de l'armée ukrainienne partout sur le front. Il faut défendre partout, donc on est fort nulle part, parce qu'on n'a plus les moyens de soutien pour créer ce que les Allemands appellent des Schwerpunkte, des points d'appui forts. Et donc, au bout d'un moment, tout ça, ça permet alors d'aligner le front. Vous raccourcissez le front. À Avdiivka, vous avez un front qui a perdu peut-être 20 km. Donc, eux, les Russes, peuvent retirer des unités, mettre des réserves et faire tourner. Les Ukrainiens ne peuvent pas faire ça. Et puis surtout, le jour où vous voulez lancer une offensive générale, dans un point particulier, vous avez pris les positions tactiques, qui un village, qui un franchissement de rivière, qui des hauteurs ou ce genre de choses, et vous êtes en situation favorable pour lancer quelque chose de plus important. Mais justement, tiens, vous avez parlé des Wagner. Que devient Wagner? Il n'existe plus, c'était dissous, il reste dans l'armée russe, comment ça se passe? Ils existent toujours, on leur a laissé bien prudemment et bien intelligemment. Ils ont un nouveau chef? Non, ils ont un nouveau chef. Ils dépendent maintenant du ministère de la Défense, tout à fait officiellement, mais pour ne pas leur enlever tout ce qui fait leur unité psychologique, leurs uniformes, leurs insignes, etc. On a conservé tout ça pour maintenir la cohésion de l'unité, les chefs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'à la tête du commandement militaire de Wagner, à peu près à tous les échelons, on retrouve que des anciens officiers russes
qui ont eu des problèmes avec le haut commandement, alors des fois c'est des problèmes de discipline, des refus d'ordre, etc., et qui se sont retrouvés là-dedans. Donc c'est quand même des militaires de carrière compétents, et on n'a pas voulu leur ôter leur identité, on a juste voulu leur rappeler qu'ils dépendaient de l'État central et pas de Prigojine ou de quelqu'un d'autre, et donc maintenant ils sont toujours actifs au front, et ils ont toujours leur identité Wagner qu'ils peuvent revendiquer sur notamment leurs canaux Telegram assez souvent. Et est-ce qu'on connaît les moyens techniques dorénavant des Russes? Est-ce que la Russie, on peut dire qu'elle est la première armée au monde? Alors, le concept, pour moi, encore une fois, de première armée n'a pas d'intérêt. Ça, c'est des choses qui datent de l'historiographie qu'on faisait de la Seconde Guerre mondiale dans les années 70. L'armée russe est la mieux appropriée qui soit par rapport à la mission que le pouvoir politique lui a confiée. C'est-à-dire que pour apprécier un outil militaire, il faut savoir qui l'a créé et à quelle fin. Donc aujourd'hui, l'armée russe, je pense qu'elle est il doit toujours y avoir, bien sûr, à la marge des défauts, des choses à corriger, mais je pense qu'à 95%, elle répond dans son format général, que des forces nucléaires stratégiques jusqu'au bifin sur le terrain, je pense qu'elle répond à toutes les attentes du pouvoir politique et des moyens que le pouvoir politique lui a donnés. On peut considérer que, par exemple, la partie où il y a un problème, c'est cette nouveauté des drones navals qui semble poser des difficultés à la protection des bâtiments les plus anciens de la flotte de la mer Noire, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce qui a été coulé, à part le Moskva au début du conflit, on est sur des navires, alors soit le dernier patrouilleur était récent, mais ça reste un patrouilleur. C'est pas un navire qui lance des missiles Iskander pour taper dans la profondeur de l'Ukraine. Et donc, voilà, faudra résoudre ce problème-là parce qu'effectivement, il y a beaucoup de difficultés à protéger les navires contre les drones. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue un aspect. Qui fait la reconnaissance pour les drones navals ukrainiens? Ce sont les drones d'observation Reaper de l'armée américaine dans la mer Noire. Et c'est bien parce que les Russes ne veulent pas déclencher un conflit généralisé qu'ils ne les abattent pas, parce que sinon, ils auraient les moyens, et donc les drones ne seraient plus guidés de la même manière, et donc ils opéreraient peut-être pas avec autant de succès. Il ne faut pas non plus oublier de détricoter le fil du succès qu'obtiennent les Ukrainiens grâce à ça. Après, il y a plusieurs types de drones. Il y a les drones pas chers à 100, 200 $, et il y a des drones à plusieurs millions de dollars. On a le drone d'observation tout court, qui ne vaut pas très cher, qui donc sert à voir, à être quasiment un œil de Dieu par-dessus le champ de bataille, qui est des fois modifié pour aller jeter des grenades, alors sur des positions d'infanterie, et puis surtout la grande nouveauté, parce que ça, dans mon livre sur le 3e Panzerkorps, c'est les grandes batailles encore d'historiens sur, à la fin de la bataille de Kursk, combien reste-t-il de chars à l'armée allemande ? Parce que vous avez les chars qui sont déclarés comme combattants tout de suite, les chars qui sont en réparation sur plusieurs jours, etc., etc. Et là, on a vu quelque chose de tout à fait nouveau dès 2022, c'est que ces petits drones d'observation, on leur accroche une grenade et on survole les épaves des véhicules qui ont été abandonnés ou sur lesquels, par exemple, on a juste les chenilles qui ont été pétées par une mine. Et on vient lâcher la grenade, et là, vu comment sont structurés les chars ex-soviétiques, T-72, T-80 ou T-64 même, vous êtes certain que la grenade, en explosant, elle va faire détonner les munitions qu'il y a encore à l'intérieur. Et donc, d'un char abandonné, réparable, on a un char qui, là, est complètement détruit et qui est récupérable. Donc, ça augmente les pertes juste avec un petit drone qui vaut quelques centaines de dollars et une grenade qui vaut quelques dizaines de dollars à peine. Donc, voilà comment ces armes-là peuvent intervenir. Et puis après, bien sûr, vous avez les Shahed, les géraniums iraniens qui, eux, servent. Alors, les Russes ont développé une technique très intéressante pour neutraliser la DCA que nous leur avons fournie avec les Patriotes ou nos systèmes anglais, français, etc. En début de nuit, on a une nuée de Shahed qui vise toutes les cibles, à Odessa, à Kiev, à Kharkov, les usines, les entrepôts, etc. Ça oblige la DCA ukrainienne à se révéler et à tirer. Les radars deviennent donc des cibles, et là, ils envoient les missiles stratégiques portés par bateau, par sous-marin, par avion, et ils anéantissent la DCA comme ça, et ils envoient une autre vague pour tirer sur les cibles elles-mêmes, c'est-à-dire les entrepôts, les usines, enfin tout ce qui sert à l'intendance de l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, à quelques jours des élections présidentielles, est-ce qu'on peut qualifier le bilan
de M. Poutine, ne serait-ce que déjà de façon militaire, comme étant un succès? Ah, aujourd'hui, oui. Là, vu l'attrition de l'armée ukrainienne, oui, on s'approche justement de ce point de bascule qui va permettre aux Russes de prendre un avantage sur le terrain qui, à mon avis, va être décisif et qui, conjugué, c'est pour ça que je reste prudent sur l'année, c'est parce qu'il y a la conjugaison avec les élections américaines. C'est-à-dire à quel moment les Américains vont siffler la mi-temps de ce côté-ci du monde pour dire, y compris aux Européens, bon, c'est pas la peine de continuer à envoyer des munitions là-bas parce que nous, on quitte et on vous demande pas votre avis. Et je pense d'ailleurs que ça sera très brutal, comme à chaque fois que les États-Unis se retirent d'un pays dans lequel ils ont des intérêts. Ils attendent juste le résultat Trump-Biden. Ça peut, à mon avis, jouer un rôle. Alors, janvier, c'est-à-dire genre janvier, tout peut s'arrêter. Peut-être même dès novembre, parce que le résultat, on l'a en novembre. Hein. Si je peux me permettre. Non, après, okay. T'inquiète pas. Il y aura le grand débat entre nous tous. Moi, je pense que les Russes peuvent lancer une offensive qu'on qualifie dans le langage militaire de grand style, là, dès que le printemps va être présent. Donc ça peut bouger. Hein. En Russie, on le sait depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein, le printemps, des fois, c'est avril, des fois, c'est fin mai. Oui. Voire même mi-juin, voilà, avec la Rasputitsa. Donc c'est variable, mais à partir du moment où le printemps sera définitivement là, il y a plein de secteurs du front où même les Ukrainiens disent, mais là, nous, s'ils nous attaquent là, ici, demain, on est foutus. On ne sait pas comment on va les arrêter. Et les Russes ont de quoi créer plusieurs Schwerpunkte pour faire de la maskirovka, c'est-à-dire faire croire qu'ils vont attaquer à un endroit et ils attaqueront à un autre. Et les forces ukrainiennes n'auront plus, non pas le courage, hein, parce que les soldats ukrainiens continuent de se sacrifier dans des proportions qui sont absolument... Ils sont quand même courageux, les soldats ukrainiens. Ah non, mais il faut le dire. C'est quelque chose qui doit, attirer le respect de tout à chacun. Hein. Là, les types, les conditions dans lesquelles ils sont... moi, j'ai longtemps insisté, et je continue de le faire, sur leur chaîne sanitaire, hein, notamment, d'évacuation des blessés, qui, selon tous les témoignages qu'on a des légionnaires internationaux qui sont allés là-bas, sont absolument lamentables. C'est-à-dire qu'on va avoir, là, à la fin, un compte où il y aura peut-être autant de morts que de blessés, parce qu'on aura plein de blessés qui seront morts avant d'atteindre les postes de secours, faute de moyens pour les évacuer. On voit des images partout de types qui sont traînés dans... Ça se passe comment côté russe? On va le grand débat. On termine et on va. C'était juste non. Ah bah, côté russe, leur chaîne, elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus efficace. Merci beaucoup, cher Sylvain Ferreira. On va passer maintenant. T'as vu les 59. Voilà. T'as 30 secondes d'avance. On va passer. Pour avoir un éclaircissement. Oui, tu l'auras. Tu demanderas tout à l'heure. On va passer tout de suite au grand débat. Merci à vous. Vous êtes déjà 2700 personnes à nous suivre. Et je remercie Yannick Courcel qui nous a fait un don d'1,49 €. On pourra s'acheter l'équipe comme ça. C'est vraiment très gentil. Merci à vous. On passe au grand débat. Mais avant ça, les petites annonces. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Effectivement, pour nous la liberté d'expression c'est important. Et on sait que pour vous aussi. Alors faites un don à GPTV. Je vis de quoi? Des droits d'auteur de mon livre. C'est tout. Moi je pense pas. Rendez-vous sous la vidéo pour soutenir l'information libre. Tu vas payer pour ton insolence.